Bonsoir. Faire la lumière sur l'action de la France dans la colonisation du Cameroun et les guerres d'indépendance, le souhait est de Emmanuel Macron. Le président français en tournée africaine l'a démarré au Cameroun, plaque tournante de l'économie en Afrique centrale. Selon les analystes, cette visite officielle revêt plusieurs enjeux. La reconquête des pays, des colonies ou alors des ex-colonies qui commencent à montrer un peu de désinvolture envers la mère patrie, mais également la reconquête économique. Il ne fait aucun doute, la crise française africaine va croissante. Alors, visite officielle, opération de charme ou nouvelle démarche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Afrique. Sinon, comment interpréter cette arrivée du président français qui intervient 5 ans après son élection et quelques mois seulement après sa réélection? Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses corollaires en matière d'alimentation et d'énergie, peut-on parler de sincérité dans la démarche française? Et si l'on revient sur cette demande forte faite par Emmanuel Macron, celle au sujet de la déclassification des archives coloniales françaises, qu'en est-il de la promesse faite par François Hollande en 2015 à ce même sujet? Si la demande s'adresse aux historiens français et camerounais, nos questions ce soir vont s'adresser à un historien camerounais, enseignant d'histoire à l'université de Douala, auteur du livre de la Jekafra, Éclosion du nationalisme camerounais, paru aux éditions Clés en 2006. Le professeur titulaire d'histoire politique et des relations internationales est notre invité ce soir. Le professeur Emmanuel Tchoumchoua est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre Bonsoir madame, bonsoir pour l'invitation qui m'est donnée et aussi pour l'occasion qui m'est donnée de parler de notre histoire commune, n'est-ce pas? De notre passé en tant que peuple, de notre passé en tant que nation et de notre passé en tant que construit mutuel. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, le président Macron était au Cameroun. Son arrivée a suscité quelques polémiques. Pour les uns, il ne devait pas venir. Pour d'autres, il devait être là. Alors, pour vous, que pensez-vous de cette visite? En avait-on besoin? On ne juge, en fait, je ne sais pas si on avait besoin ou pas, mais il n'est pas venu, il a été invité. S'il a été invité, c'est que le Cameroun a jugé qu'il est bon ton de l'inviter. Ça, c'est la première chose. Il n'est pas venu en villégiature, il est venu des invitations d'une autre chef de l'État. Donc, moi, je commence par là. La deuxième chose, c'est que c'est tout à fait un fait normal dans les relations internationales que les États, chefs d'État se rencontrent. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui est l'agenda derrière cette rencontre? Il y a des choses dites qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas cachées. Il n'y a que des déductions. Parce qu'il n'y a même pas un communiqué officiel, à ce que je sache. S'il y avait le communiqué officiel, on pourrait discuter à partir du communiqué officiel. Donc, on suppute, il y a ce que disent les journalistes. Par exemple, Le Monde ce matin d'hier, a donné deux enjeux, droits. Premièrement, les problèmes économiques, les problèmes géopolitiques et les problèmes d'histoire, de mémoire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes géopolitiques, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus la guerre en Ukraine, qui est en Afrique, et chacun essaie de lutter dans son précaré pour s'assurer de la fidélité de ceux qui sont ses alliés. Et la France venant au Cameroun, qui était soi-disant précaré pour s'assurer de la fidélité des Biya. C'est ce qu'on dit. La deuxième chose, c'est qu'ils disent que des problèmes économiques. Les entreprises françaises sont de plus en plus concurrencées sur le marché qui était leur chasse gardée par des Chinois, par des Turcs et par ainsi de suite. Donc, il s'agit de trouver des espaces, et c'est ça la diplomatie économique, pour que les entreprises françaises déploient. Si ce n'est pas comme avant, mais au moins mieux qu'aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que ce qu'on dit, je dis encore ce que dit, c'est qu'il y a de plus en plus de questions de mémoire. Des jeunes Camerounais de la diaspora posent le problème de la guerre d'indépendance. Il fallait qu'ils disent un mot là-dessus. D'accord. Alors, comme je disais, c'est la toute première visite en Afrique, depuis le début de son deuxième quinquennat. Et il commence cette visite-là au Cameroun. Quel est le symbole derrière?
le symbole derrière, c'est qu'il y a quand même urgence. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il ne vient pas au Cameroun pour hasard. C'est qu'il y a quand même une donne. Hein. Je ne peux pas le dire, mais il y a une donne quand même, je sais pas, une donne quand même qui montre que cette place est stratégique. Mais il faut dire quand même aussi que cette place est stratégique parce que si vous regardez ce qui se passe en Afrique centrale, vous regardez que la Centrafrique est de plus en plus convoitée par les Russes. Et ils étaient au Congo l'autre jour. Donc l'Afrique centrale, dans la géopolitique du monde, est en train de vouloir basculer. Et les Français se disent comment faire pour stopper ça aussi. Ça peut être un enjeu. Hein? Se présentent des Russes de plus en plus en Afrique centrale. Ils se disent, l'Afrique centrale est le cœur de l'Afrique, n'est-ce pas? Et c'est pour les pays comme le Centrafrique, le Tchad, sans le Cameroun, parce qu'il n'y a pas de port, ils ont pas payé sans port. Donc, je me dis que tout ça entre en jeu. Sans compter qu'il y a quand même des crises politiques au Cameroun. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest, le problème de Boko Haram Nord, fait que nous sommes dans un état fragile. Et donc, c'est un état essentiel, mais fragile. Et comment garantir à ce que cet état ne bascule pas? Je crois que ça aussi, c'est les enjeux de la visite. D'accord. Alors, il y a cette conférence de presse qui a attiré beaucoup, j'ai envie de dire tout le monde. Et lors de celle-ci, le président Macron a souhaité la mise sur pied d'une commission mixte composée de Français et de Camerounais pour faire la lumière sur les actions de la France pendant la colonisation et les guerres d'indépendance. Pour savoir ce qui s'est passé exactement pendant cette période. Alors, ma question, est-ce qu'il y a une réelle différence entre ce qu'Emmanuel Macron a dit lors de cette conférence de presse et la déclaration faite en 2015 de François Hollande? Je veux dire, François Hollande avait parlé de déclassification des archives. Emmanuel Macron, lui, vient dire faire la lumière sur les archives françaises et ouvrir totalement ces archives aux historiens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre ces déclarations? Je note quand même un nombre de faits. Quand M. Fillon était au Cameroun, il y a une dizaine, quinzaine d'années, il avait dit que non, rien ne s'est passé. Pour lui, rien ne s'est passé, c'était... Donc, quand Hollande vient, non seulement il reconnaît que quelque chose s'est passé, mais il dit qu'il faut ouvrir les archives. C'est vrai qu'on aurait dû faire aujourd'hui le bilan de l'ouverture des archives. Maintenant, Macron arrive et dit il faut une commission pour écrire. On va ouvrir encore les archives. Je tiens à vous préciser que j'avais dit plusieurs fois que ce problème n'est pas un problème d'archives. Il y a énormément d'archives qui sont ouvertes en France. Il faut qu'on se le dise. Et non, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que vous prenez Paris, vous avez les archives de la police à Fontainebleau, les archives de la mairie à Melun, les archives militaires à Château, comment on appelle ça, Vincennes. Vous avez les archives diplomatiques à Nantes. Vous avez sans encore des archives missionnaires. Il y a énormément d'archives. Dans les archives d'outre-mer. Ça, c'est la première chose. Il y a, sans compter les archives, nos archives sont réparties dans le monde. Sans compter les archives à la SDN, à Genève, les archives à New York. Il y a énormément d'archives qui sont ouvertes. C'est vrai qu'il y a des archives qui sont frappées de secret défense. D'accord. Les archives, à Vincennes, par exemple, il y a des archives qui sont frappées de secret défense, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ouvertes. Il y a des archives, par exemple, il y a un procès qui a été intenté par une dame française sur des archives des renseignements généraux et qui ont dernièrement été déclassifiées sur des individus. Donc, il y a énormément d'archives ouvertes. L'histoire ne s'écrit pas seulement par les archives. Ça, c'est la deuxième chose. L'histoire ne s'écrit pas seulement par les archives. Elle s'écrit aussi par les témoignages, par la presse, par énormément de choses. Donc, l'histoire de cette période ne se limite pas seulement au fait d'avoir accès aux archives. Et pour écriture, il y a quand même des livres. Là. Il y a énormément de livres. L'histoire est avant tout un rapport de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Nous demandons aux Français d'ouvrir les archives. Mais d'abord, est-ce que le Cameroun a ouvert ses archives? Qu'est-ce que le Cameroun fait des mémoires de ces martyrs, Oumniobé, Sende Afanda, Wandie, tout ça? On avait fait une loi qui
qui 20 ans ou 30 ans après leur mort dit qu'on va les honorer. Mais est-ce qu'on on les a honorés? Est-ce que le Cameroun n'a pas un problème avec son passé par rapport à cette période-là? Ça, c'est la première chose. C'est pour demander aux Français, il faut qu'on commence à se demander soi-même, qu'on s'interroge. Les Algériens n'ont pas eu besoin d'une commission pour imposer à la France de reconnaître qu'il y a eu des massacres. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller les archives pour savoir qu'à Équité, ici à côté, il y a eu des massacres. Par l'armée française. Ce sont des faits établis. Mais est-ce que notre... Et vous voyez, cette question vient toujours de la société civile. Qu'est-ce que fait le gouvernement du Cameroun, le peuple du Cameroun, pour que son histoire soit inscrite dans les rues? Il y a combien de rues au Cameroun? Dans les bâtiments officiels. Que le peuple s'approprie son histoire. Nous sortons d'une période où cette histoire était taboue. Il était même interdit de parler. Monsieur Sebendio avait fait une émission, peut-être pas connu, où il disait l'anniversaire de la mort de Oumniobé, on l'a mis en prison. Vous savez ça, c'est-à-dire qu'on avait taboutisé cette histoire. Et jusqu'aujourd'hui, cette histoire est taboue. On en parle un peu, mais on s'était pas approprié. Pour moi, ce n'est pas les Français qui m'importent. C'est le fait que le peuple du Cameroun s'approprie son histoire. Et ça, c'est une décision politique. Que ceux qui gèrent la cité trouvent un moyen pour que le peuple s'approprie. Il y a combien de musées de la guerre des indépendance au Cameroun? Il n'y a même pas un seul. Je commence par le musée. Il y a combien de musées? Vous voulez demander aux Français d'aller ouvrir un musée au pays, à Saint-Marie-Badouala ou à Yaoundé sur cette période-là? Non, pas besoin. Oui, donc moi, c'est que nous, on se cache la face derrière son petit droit. Hein? On accuse les Français, mais je dis que c'est un problème camerounais d'abord, et camerounais. Donc, avant d'arriver aux Français, il faudrait... Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous avez parlé de la volonté politique. Est-ce qu'on devrait l'attendre donc? Ou qu'est-ce que, j'ai envie de dire, chacun à son niveau peut déjà faire? Oui, mais ce qui est sûr, c'est que la société civile camerounaise se bat. Vous comprenez? La société civile se bat. Il y a une dame ici, Marine Bell, par exemple, qui fête le 8 août la mort de l'assassinat, la pendaison de... comment ça s'appelle? Douala Macabel. C'est quand même... Il y a des initiatives à gauche, des initiatives à droite. Mais les initiatives privées ne seront jamais remplacer la décision politique. Faut pas croire. Il y a des groupes partout qui écrivent, qui étudient, qui essaient de recenser autant que possible. Il y a des enseignants qui se battent. Hein, autant que c'est pour dire des étudiants qui ont fait des thèses, il y a des thèses énormément partout sur cette période-là. Ces thèses sont faites pour quelques universités, membres du jury, quelques personnes, mais elles ne sont pas publiées. Pourquoi pas le Cameroun lancer un prix sur les meilleures thèses portant sur ce sujet-là et financer, pourquoi pas des recherches sur ça? On n'a pas besoin des Français pour financer ça. J'ai fait des recherches partout, je suis pas là avec mon argent, pas avec l'État, l'argent du Cameroun. Pourquoi le Cameroun ne financerait pas ça? On n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement français... Hein? Et c'est ce jour où le Cameroun se sera approprié de son histoire, elle imposera son récit. C'est ça l'enjeu. Elle imposera son récit au monde, et son histoire au monde. Et ce sera, comme dit Lumumba, l'histoire écrite par les Camerounais, pas par l'histoire écrite par les autres. Est-ce que vous avez besoin, un jour qu'on est allé dire la France a dit à l'Allemagne, il faut d'abord qu'on fasse une commission pour qu'on écrive l'histoire des rapports entre la Cameroun et l'Allemagne, la France et l'Allemagne? Non. C'est des choses qui se font. Il y a une commission franco-allemande pour l'histoire, mais ça n'empêche pas le gouvernement français d'écrire, chaque jour d'écrire l'histoire de la guerre. Comme les Allemands écrivent l'histoire de la guerre. Vous voyez? Et donc, cette commission n'est que l'aboutissement. On ne peut pas mettre ça comme le début de notre... Non, notre histoire doit commencer par nous-mêmes. Dans nos programmes scolaires, dans nos manuels scolaires, dans nos journaux, dans nos maisons d'édition, dans nos rues, dans nos campagnes, ouvrir un musée pour ça, par exemple. D'accord. Mais en attendant que cela se fasse, est-ce que tout de même on peut penser que là, il y a une avancée, ou alors on aurait dû s'attendre peut-être aujourd'hui, après 2015, aux excuses directement de la France?
je serais nuancé. Je dis que pour moi, il y a quand même une avancée. Mais cette avancée est très minime. D'accord. Parce que moi, je me serais attendu qu'on nous dise quand même le bilan de 5 ans d'ouverture des archives. Mais je vous dis qu'il y a encore quelques archives, malgré le fait qu'il y ait des archives partout, qu'il y a quand même quelques archives militaires qui sont encore frappées de secret de défense. Ou des archives des renseignements généraux. Ça, c'est quoi? C'est les deux que je connaisse. Le reste, bon. Mais donc, deuxième chose, je trouve que souvent c'est une façon très polie de botter en touche les problèmes essentiels. On n'a pas besoin d'historiens pour savoir que sur notre sol, la France a mené une guerre. N'est-ce pas? Contre les nationalistes. C'est-à-dire ceux qui avaient pensé l'indépendance, qui ont conçu le projet d'indépendance, ont été écartés au profit de ceux qui étaient ennemis de l'indépendance. C'est ça la vérité historique. Et malheureusement, ce sont ceux qui étaient l'adversaire indépendant qui ont eu à gérer le pouvoir politique. Et pour ne pas... Ils ont donc organisé un chape de plomb sur cette mémoire-là. Ils ont réorganisé notre mémoire pour que l'histoire commence en 1960. C'est ça la vérité historique. On n'a pas besoin des historiens pour ça, c'est une vérité. On n'a pas besoin d'aller chercher. On peut encore justifier, on peut encore... Mais c'est ça la vérité. Donc, on n'a pas besoin de commission pour faire... Je ne dis pas que cette commission n'a pas sa place. Elle a sa place. Mais elle ne doit pas être le début et la fin. Alors, parlant de cette commission, j'ai envie de demander encore, est-ce qu'on a besoin d'elle, puisque la France a demandé des excuses à l'Algérie? Est-ce que c'est une façon de... je cherche le bon thème, infantiliser le Cameroun ou alors ne pas le prendre au même niveau que les autres nations? De penser aujourd'hui une commission pour reconnaître ces actes pendant que dans un autre pays africain, ça a déjà été fait avec des excuses présentées. Il faut bien comprendre les relations qui se jouent là. M. Macron joue sur un équilibre instable. La France est l'un des rares pays qui ne s'est pas complètement décolonisé. C'est-à-dire qu'il y a des parlementaires en France qui trouvent qu'on en fait trop. Que la colonisation est une bonne chose. Oui, si. Qu'ils ont dit qu'ils fait le bienfait de la colonisation. Qui n'ont jamais trouvé à redire des députés d'extrême droite et de droite, qui sont sur quoi M. Macron s'appuie. Il y a en France une des héritiers du pouvoir colonial, en Algérie et partout, qui sont dans les hautes sphères, qui trouvent que s'attaquer à cette période, c'est attaquer à l'héritage de leur père. En contrepartie, il y a une jeunesse, une diaspora africaine, partout en France aujourd'hui, qui émerge et qui, au nom de cet héritage passé, questionne l'État français. Questionne même leur appartenance à l'État français. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes des banlieues, vous avez vu ce qui s'est passé, les jeunes Algériens ont sifflé l'hymne national français. Donc, il y a donc ces deux ambiguïtés. Ensuite, il y a que de plus en plus en Afrique émerge un discours qui remet en cause cette pratique et qui fragilise la politique française en Afrique. Et donc, les Français savent que si... Vous savez ce qui s'est passé avec l'extrême droite italienne, qui a dit, mais nous on n'a pas... Nous, vous dites qu'on doit accueillir les naufragés. Mais c'est vous qui prenez le CFA français, des Africains et tout ça. Donc, en Europe, il y a des gens qui remettent en cause cet héritage, ce discours, ce narratif. Donc, il essaie de jouer entre ces deux-là, son opinion publique-là, une partie, et ainsi de suite. Donc, cette disposition, c'est bien pesé, c'est bien pensé. Donc, cette sortie de 2 ans, c'est une façon, il sera en fin de mandat, et 2 ans, je ne sais pas quoi, 2 ans, 3 ans, on va sortir quelque chose, il va faire son prédécesseur. L'important, c'est qu'il ne donne pas l'impression qu'il est carrément contre ce processus. Oui, mais donc c'était un discours diplomatique pour sortir des enjeux. D'accord. Alors, vous avez dit que la commission, oui, mais pas au début.
c'est-à-dire qu'elle n'est pas prioritaire. Selon vous, comment est-ce qu'elle doit être organisée dans le fond? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des commissions pour rédiger. C'est-à-dire que la première chose, c'est que il faut demander aux pairs par pays de choisir ceux qui peuvent écrire, ceux qui ont déjà écrit dessus. Le malheur au Cameroun, c'est que souvent notre métier d'employé de charlatan, mais il faut que ceux qui sont experts en la matière, qui ont travaillé dans les archives en France, parce que si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les archives en France, il va se promouvoir quelqu'un qui a déjà une connaissance des archives françaises et une connaissance des archives camerounaises des deux côtés. Et je veux dire aussi qu'il faut éviter de croire que c'est français contre les Camerounais. Il y a des historiens français. M. Deltom a écrit un très bon ouvrage. Ce n'est pas un Camerounais, c'est un Français. Avec des Camerounais. Hein? Deltom Tassiada. En s'appuyant sur les archives militaires. Voilà. Il y a donc, en France, Mme Kokrivich, il y a des historiens français de bonne foi, de haute facture qui connaissent notre histoire. Par contre, il y a des historiens camerounais de mauvaise foi. Donc, il ne faut pas jouer sur cette histoire de français contre les... Non, s'il s'agit de... Si c'est des chercheurs, il y a des critères pour choisir des chercheurs. Et des critères scientifiques. Des critères objectifs. Avec un calendrier, avec un timing, avec des attendus, avec des évaluations à mi-parcours, avec une production à la fin. C'est possible. Ça se fait. Il y a eu, par exemple, en France, il y a des années, il y a eu une commission franco-allemande sur la Deuxième Guerre mondiale, 1973. Et dans cette commission, il n'y avait pas seulement que les Camerounais. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas seulement... Il n'y avait pas que les Français et les Allemands, il y avait des Camerounais aussi. Il y avait donc, on peut mettre... Moi, je suis même pour une commission qui se passe seulement mixte, une commission ouverte, hein, sur l'histoire des droits là. Un gars comme Raph aussi, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur cette période-là, sans être Camerounais ou Français. Hein? Mais l'important, c'est qu'ils soient historiens, qu'ils ont la capacité d'analyse, qu'ils ont les documents, qu'ils ont tout ce que ça contient. Donc, pour moi, Miss Franco, je trouve que c'est bien, mais on pourrait aller au-delà. Et ce n'est pas une commission de façade, c'est une commission sérieuse, des personnes sérieuses qui ont une historiographique en la matière. D'accord. Parce qu'on peut demander à quelqu'un combien d'écrits, publications as-tu fait dans les journaux scientifiques, dans les revues scientifiques en la matière, combien de livres as-tu fait en la matière. C'est un critère pour choisir quelqu'un. La connaissance des archives, tu connais que les archives en matière. Donc on peut faire un choix objectif en passant par là. D'accord. Alors le fait que Achille Bembe soit dans cette délégation-là, est-ce que c'est porteur d'espoir, connaissant son passé d'historien et des écrits qu'il a déjà commis? Bon, mais je pense que Achille n'est pas là comme historien. Hein? Il a été nommé par M. Chirac pour animer le colloque de Montpellier. Et donc, à la suite de ce colloque, il avait pensé créer un musée ou quelque chose de la démocratie en Afrique. Et il devait piloter ça. Je crois que c'est pour ça qu'il est dedans. Mais sur la dimension historique, je crois qu'on ne va lui contester le fait qu'il ait écrit là-dessus. Hein? On va lui contester le fait que, pour le Cameroun au moins, n'est-ce pas, des livres comme écrits sur Maquis, le problème national camerounais, comme l'origine du Maquis au sud Cameroun, soient des livres de référence. Donc on ne peut pas, objectivement, faire cette commission en disant qu'on le disqualifierait. Non. À mon avis, je crois qu'il est hautement qualifié pour faire partie. Je veux dire, est-ce qu'il peut quand même avoir pesé de son poids dans la mise en place et même le choix des historiens qui pourraient constituer cette commission? Je ne sais rien. Il s'agit des secrets de négociations diplomatiques. Hein? Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut avoir inspiré M. Macron de ce qu'il fallait dire. Ça, c'est sûr qu'en diplomatie, les gars vont, pour faire une déclaration comme ça, ils ont consulté les uns et les autres. Hein? On a même réécrit, réanalysé. Donc, quand je ne peux pas, je préfère ne pas avancer un jugement. Vous voyez, il faut rester toujours modeste. Hein? D'accord. Oui. Alors, de votre point de vue, comment doit être menée cette commission pour arriver à de bons résultats? On a parlé du choix des membres, mais comment est-ce qu'elle doit être menée? Moi, je pense que
cette commission on doit commencer par choisir des historiens avec un nombre pas énorme. Ça, c'est la première chose. Avec un cahier de charges. D'accord. Avec un budget afférent. Avec un timing. Parce que si c'est 2 ans, 2 ans n'est pas 2 ans, c'est pour produire le document final. Il faut le recherche du terrain coûte. Il y a une période de recherche sur le terrain, de rédaction et tout ce que ça contient. Maintenant, cette commission, quand elle siège, elle-même élabore son curriculum, on peut dire. C'est-à-dire les exigences techniques nécessaires à la rédaction d'une... Par exemple, il faut circoncire cette histoire dans le temps. Ça commence quand, ça finit quand. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire trouver les dimensions. Deuxièmement, quelles sont les grandes séquences de ce temps-là? Est-ce que c'est, si on dit de 48 à 71 ou de 55 à 71, parce que 71 c'est l'assassinat de l'autre à Bafoussam, est-ce que c'est tout cette là qui vient d'Amfrak, ou quels sont les grands moments? Ça, c'est des choses de techniques que la commission se fait. Et qu'à partir de cela, on peut repartir le travail. On dit, toi, tu t'intéresses à la période de ceci, tu t'intéresses... On peut même le faire par aire géographique. Je viens d'une histoire d'église, on parlait des aires culturelles. Nous sommes fabriqués le tribalisme, même si on fait le nuancer comment. Mais je parle des choses géographiques. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez bien l'action de résistance qui s'est organisée au pays Bassa, n'est pas la même chose qui s'est passée au pays Boulou. Parce que je veux dire qu'il y a une tour au pays Boulou. Ce n'est pas la même chose qui s'est passée au pays Bamileke. Ce n'est pas la même chose qui s'est passée dans la région de Nkam. Ce n'est pas la même chose. C'est ainsi de suite. Donc, on peut, dans le Mungo, Mungo Sud, donc on peut, à partir des données, séquencer le temps, séquencer l'espace, et maintenant mettre des équipes spécialisées. Et c'est possible de faire. Et même faire appel à des consultants, parce que une commission ne peut pas être faite tout, ils savent faire tout. Ils peuvent dire que bon, pour cette période, nous constituerons telle personne. Nous allons demander à l'aide de telle ou telle personne, c'est possible. Je n'ai connu en France, on peut arriver à ça. On doit même arriver à ça. Alors, est-ce qu'à votre avis, il existe déjà une plateforme regroupant les historiens ou alors on va créer? Bon, il y a une société camerounaise d'histoire qui existe, bon la malang, tout le monde n'y est pas. Il y a des départements d'histoire qui existent dans tout le Cameroun, on n'est pas. Il y a des citoyens camerounais ailleurs. Donc, moi je pense que le critère devait être que ceux qui décident doivent mettre des critères. Par exemple, choisir un historien qui a publié dans le domaine. Ça devait être le premier critère. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécial de tout. Si vous me demandez de parler des civilisations humaines, je ne peux pas parler, ce n'est pas mon domaine. Vous comprenez? Oui. Donc, on a des spécialités. Vous parlez de quoi? De l'histoire antique, je ne peux pas parler, je ne suis pas spécialiste. Donc, on va demander aux spécialistes. On connaît les spécialistes, on connaît ce qu'ils ont publié. Et si quelqu'un postule même, il peut demander aux gens de postuler. Chacun envoie son curriculum et dit, voilà, j'ai publié tel livre, tel article dans des revues spécialisées, ainsi de suite. Voilà. À partir de ça, on met des critères. Bon, je ne sais pas. J'avais assisté à une histoire comme ça à Bordeaux pour une région. On met des critères. On dit, bon, ceux qui ont un diplôme terminal en la matière, ceux qui ont publié, ceux qui ont connaissance ici, et ça fait des critères et celui qui a le maximum, on le retient. C'est plus objectif. Ça ne doit pas se faire à la tête. Si vous faites ça à la tête chercheur, vous allez avoir en face de vous des historiens français calés qui vont vous rouler à la farine. Oui, vous allez vous retrouver dans des histoires. Si le Cameroun veut sauver la tête, il faut que les critères de sélection soient des critères rigoureux. D'accord. Voilà.
que ce soit notre fine fleur qu'on a prise, sans regard sur les autres considérations que la compétence. D'accord. Alors, une commission a récemment été mise en place par le président de la République pour la rélecture de l'histoire. Je rappelle pour l'écriture de l'histoire. Réécriture de l'histoire, pardon. Je rappelle d'ailleurs que vous avez fait cette proposition-là à une époque. Est-ce qu'une telle commission peut être sollicitée pour pour faire dans la lumière sur ces archives-là? Je préfère ne pas parler de cette commission. Donc je n'en fais pas partie. Et j'en suis fier. C'est tout. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'elle est capable de... Je vous dis que je ne veux pas en parler. Je n'en fais pas partie. Et ça a été mis en place par le ministre des Arts et Culture. J'en suis fier. Voilà tout ce qu'il peut dire. Attendons qu'il produise quelque chose, on pourra juger. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, vous parliez vous parliez des enjeux économiques et surtout la perte un peu d'influence de la France en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que cette visite d'Emmanuel Macron est comme une nouvelle démarche, c'est une nouvelle tactique où, j'ai envie de dire, le plus fort vient vers le plus faible pour établir la relation? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en France ou en Afrique, il y a de plus en plus un fort sentiment anti-français. Justifié ou pas justifié. Je ne dis pas que c'est justifié, il y a un fort sentiment anti-français. Et je crois que la France, de plus en plus, en est consciente. Il y a d'abord, ce fort sentiment anti-français est basé sur des contentieux. Un contentieux historique. Et c'est ce qu'elle essaie d'en sortir par ça. Un contentieux économique avec l'histoire du franc CFA. Et il y a plus d'autres contentieux. Contentieux politique, il y a énormément de contentieux. Et ce sentiment-là est aggravé par la présence sur le sol français d'une minorité d'enfants issus des émigrations qui interrogent et questionnent l'histoire de la France. Donc, à mon avis, ils sont conscients, parce que c'est un fait aujourd'hui. Mais est-ce que cette démarche participe de là? Je ne sais si ça c'est limité à ça, c'est que c'est très pauvre. Je crois. Si toute la démarche pour combattre ce sentiment, c'est limité à ça. Mais je suis sûr que, tel que je connais le gouvernement français, ce n'est pas seulement ça. Et ils s'en sont conscients et ils vont mettre des moyens en place pour que s'en sortir. C'est ce que je pourrais dire. Alors, le président français, il s'est dit admiratif de la jeunesse camerounaise. Est-ce une stratégie lorsque vous venez de dire c'est cette même jeunesse qui semble vomir la France? Est-ce que là, ce n'est pas une tactique justement pour maîtriser cette jeunesse-là qui pourrait bousculer les choses demain? Bon, vous pensez qu'il pourrait venir que vous m'énervez? Non, mais de le dire comme ça... Oui, non, c'est tout à fait conventionnel. Quand on vient chez quelqu'un, on ne vient pas le juger. On vient, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein? On attrape avec le miel. Donc, pour dire que je ne suis pas sûr que ce ne soit pas convenu, pour quelqu'un d'autre n'aurait pas dit la même chose. C'est des usages diplomatiques. Hein? Le seul qui a osé, c'est celui de Dakar, Sarkozy, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que ça a occasionné, n'est-ce pas? De dire que nous ne sommes pas suffisamment entrés dans l'histoire. C'était le discours le plus con qu'on ait pu entendre, n'est-ce pas? Donc, de plus en plus, même le président français soigne son discours en Afrique, soigne sa façon de dire, soit son narratif. C'est tout à fait normal, hein? Moi, je trouve que sur ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, tout à l'heure, on parlait un peu de la technique, j'ai envie de dire, diplomatique, puisque pendant que le président français est au Cameroun, le ministre russe des Affaires étrangères est également en tournée en Afrique et au Congo voisin. Quelques heures avant
disons, après le départ d'Emmanuel Macron, il y a comme une annonce de l'arrivée de ce ministre russe-là. Est-ce une stratégie aussi diplomatique pour déstabiliser la France? Bon, je vais dire que non, ils ne se sont pas entendus pour dire que je vais venir en Afrique tel jour, toi tu viens tel jour. Hein? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les Russes ont leurs agendas. D'accord. Et leur agenda, par exemple, le cœur de l'agenda aujourd'hui, c'est la Centrafrique. Et ils essaient, par exemple, la Centrafrique n'a pas d'accès à la mer. Donc, je suis sûr qu'ils négocient soit avec le Congo, soit avec le Cameroun, pour faciliter l'accès à la mer. Ça, c'est la première chose. Les Russes aussi ont leur agenda, ce n'est pas seulement dans Centrafrique, d'arriver à retourner peut-être l'opinion africaine dans leur guerre contre l'Ukraine, à les soutenir ou à s'abstenir. Donc ça, c'est une autre chose. Hein. Donc, c'est tout à fait normal que quand ils sentent que les Français reviennent en force, qu'ils battent aussi le rappel des troupes pour dire allons-y, allons essayer de contrer. C'est un jeu diplomatique normal. Hein. Les pays ne sont pas vertueux par essence. Les pays se battent pour leurs intérêts. Donc chacun, c'est tout à fait normal que la France se batte pour ses intérêts, que les Russes se battent pour leurs intérêts. La question que je me pose essentiellement, c'est que est-ce que nous, Africains, nous savons nos intérêts? Est-ce que nous savons défendre nos intérêts? Et moi, c'est ça qui est, pour moi, l'appui des interrogations. Est-ce que les Africains savent où se trouvent leurs intérêts? Est-ce que nous savons défendre nos intérêts? Souvent, c'est non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est qu'il n'y a qu'un gouvernement national pour défendre les intérêts nationaux. C'est la première chose. Hein? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le nationalisme. Ça se construit par un gouvernement qui nous appartient, qui soit l'émanation de notre volonté politique, qui ne soit pas lié à d'autres, pas des traités ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on doit dire que le gouvernement qui est là n'est pas l'émanation de la volonté Je ne dis pas que le gouvernement qui est pas, mais je dis que je parle de l'Afrique en général. Okay. Et même si je parlais du Cameroun, le gouvernement actuel est successeur du gouvernement d'Aïdjo qui a été imposé par la France. Nous sommes liés à la France par un marché qu'on appelle la communauté. Donc, nous ne sommes pas toujours libres. Vous comprenez? Donc, mais je parle de l'Afrique en général. Je dis donc que sur notre sol, si nous voulons défendre nos intérêts et que nos intérêts prévalent, il faut un gouvernement national. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Vous pouvez dire n'importe quoi de Macron, il défend les intérêts de la France. Parce qu'il a reçu un mandat des Français pour défendre leurs intérêts. Et les Français peuvent se cogner la tête dehors, mais quand il s'agit des intérêts de la France, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Parce que c'est les intérêts de la France. Nos pays sont-ils ainsi? Souvent, nos pays, nos intérêts se confondent au patrimoine de quelqu'un. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que le pays se confond à la chose de quelqu'un. La conséquence, l'autre dit, mais pourquoi c'est sa chose? Si c'est notre chose ensemble et notre chose commune, on sait comment gérer ça. Donc, il est impératif qu'en Afrique, nous faisons de l'État notre chose commune, notre bien commun. Non pas le bien de quelqu'un ou d'une région ou d'une, je ne sais pas quoi. Et parmi une des maladies graves en Afrique, c'est cette histoire de tribalisme. Justement, j'allais vous demander, avec cet individualisme qui va grandissant, ce tribalisme-là, qu'est-ce qu'il faut toucher aujourd'hui pour ramener donc tout le monde à la défense de la chose commune? D'abord, il faut que ceux qui dirigent aient le mandat de tous. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des politiques qui bénéficient à tous. Il n'y a pas d'État sans... Vous savez que quand la France sort de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les communistes qui introduisent tout ce qu'on a sécurité sociale et tout ça, parce qu'ils sont associés au gouvernement pour fonder l'État. Ils sont battus contre les Allemands, parmi les communistes français. Ils ne sont pas, c'est pas des gens de droite. C'était des gens même, ils ont été en pleine guerre froide. Mais à cause de ce passé, ils ont été associés au gouvernement de l'État. Donc, construire un gouvernement national, ensuite construire un gouvernement social qui partage les bénéfices avec tous.
Vous savez qu'il y a un problème en Afrique entre la ville et la campagne. On raconte des histoires, mais c'est un problème. Regardez nos villages. Vous comprenez? Comment construire une justice sociale qui fait que le gars qui est au lycée de Ndom ait des professeurs comme celui qui est au lycée d'Akwa ici? Vous savez qu'il y a des villages où des enseignants, vous avez peut-être un enseignant qui enseigne l'histoire, le français, l'anglais, tout ça, parce qu'il n'y en a pas. Alors que donc, il faut arriver à une répartition juste. Que cet enseignant ait son salaire. Ce n'est que par la justice, comme dit la Bible, la justice élève une nation. Et ce n'est que par un système de juste, mais on ne dit pas que de justice parfaite, non, mais qu'une forme de justice sociale. Que les gens se sentent... Parce que si je sais que ce pays est pour moi, des fois mes intérêts, je suis prêt à mourir pour ce pays, au nom de mes enfants. Je ne suis pas étranger. Vous comprenez? L'Afrique n'est pas si pauvre que ça. Il faut seulement commencer à faire la justice fiscale, justice partout. Ce n'est que ça qu'on peut élever notre nation, construire une nation qui sache défendre ses intérêts. D'accord. Et on peut estimer que les anciens colons, j'ai envie de dire ça comme ça, puisqu'on est tous pratiquement tous indépendants, est-ce qu'ils usent donc de cette faiblesse que nous avons pour continuer donc de se ravitailler chez nous? Oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je n'aime pas beaucoup faire le procès d'abord des colons. Parce que 60 ans après les indépendances, comment tu parles des colons, c'est que nous sommes bêtes. Hein? Ça, moi, je dis sincèrement, je crois qu'il faut de plus en plus, il faut plus, le malheur des Africains, c'est de trouver que leur malheur vient de l'autre. Oui. Il est temps de commencer à mettre en procès nous-mêmes. Hein? Donc, je refuse de toujours accuser les colons. Les colons ont fait parce que nous avons voulu qu'ils fassent. On a prêté le flanc. Bon, donc ça, c'est la première chose. Donc, mais deuxième chose quand même, je dis que nous sommes héritiers d'une forme de manipulation. Nous n'avons pas tout coupé le pont. Je vous donne des exemples. Si vous prenez le problème du tribalisme, vous verrez que la manipulation, si vous faites l'histoire, la manipulation de l'ennemi de la région, c'est une constante dans la politique française. On trouve dans les Allemands. Je vous donne des exemples. Quand on arrive dans le Mungo, par exemple, ils prennent la terre de tous les beaux. Après, ils commencent à... Et les gars, ils veulent que les gars travaillent chez eux. Les gars fuient. Ils font Amazon. Ils commencent à dire que c'est des paresseux. C'est dans la littérature. Hein. C'est des paresseux. Ils font comme ça. Ils sont... Juste parce que comme ils ne refusent de travail forcé, ils sont des paresseux. Ils font venir Bamileke là pour travailler chez eux. Et puis, c'est des gens courageux. On fabrique une littérature ethnique. D'accord. Hein? Et après, quand les Douala se révoltent, ils montent chez la Tangana et tout ça. Et qui disent qu'ils ne sont pas de la même race. Vous savez que 145, c'est écrit race Bamileke, race Bafia, race Bévé. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le racisme chez eux en Europe pour amener chez nous. Et donc, quand la guerre des dépendants commence, quoi, c'est l'ennemi les Français, ça, on fabrique tout ce qui est contre eux. On fabrique après Bamileke, on a fabriqué tout. Même l'identité du Bamileke, c'est quoi? Ça ne correspond à quoi? Rien du tout. On a fabriqué une ethnie, un machin, il n'y a même pas dans la langue de quelqu'un. On a fabriqué. Et donc, nous avons, et les gouvernements qui ont succédé aux Français n'ont pas fait le recul nécessaire. Derrière l'histoire de l'unité nationale, il y avait un accaparement des richesses par une mafia politique. Hein? La preuve, c'est que quoi, en 82, quand ça ne fait, ils ont commencé à les gens du Nord, les gens de ceci. Donc, nos gouvernements successifs n'ont pas rompu le cordon ombilical avec une doctrine nauséabonde. Vous comprenez? Et si nous, malheureusement, nous sommes tellement bu le lait de ça, nous avons tellement mangé de ça, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des citoyens. C'est-à-dire, oui, c'est ça la cité, nous habitons plus la cité. Nous ne vivons pas la cité, nous vivons nos tribus, nos ethnies, nous les portons comme cadre dans une identité et nous marchons avec. C'est grave quand même, c'est grave quand même. Alors, parmi les sujets évoqués par Emmanuel Macron, il y a la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ici, ce dernier préconise la régionalisation comme solution. Alors, comment considérer cette proposition dans un pays où le processus de régionalisation s'est parachevé récemment par l'élection des présidents des régions? Vous pensez que ça s'est parachevé? On a eu les présidents des régions. Le régionalisme consiste à donner les présidents des régions.
c'est un processus. Non, ce n'est pas un processus. Le processus Non. C'est ça, il faut mettre les mots, il faut mettre les mots, des sens aux mots. Vous comprenez? Décentralisation, régionalisation, on a fabriqué tout. Mais on les a vidés de leur substance. Le premier malheur du Cameroun, si vous parlez du Cameroun, c'est une centralisation excessive. Qui fait que des fonctionnaires, parce que je peux dire malheur de fonctionnaires assis à Yaoundé, contrôlent le budget, et ils ne veulent pas céder d'un seul pouce. Est-ce que les régions ont un budget? Est-ce qu'ils peuvent lever des impôts régionaux? Est-ce que les villes ont des budgets autonomes? À Douala, les ordures sont payées à des pays Yaoundé. Donc on n'a rien fait du tout. Il faut être honnête. Quand nous parlons aux Camerounais pour fabriquer une conscience nationale, il faut dire la vérité. Il faut éviter de jouer la politique d'autrui. C'est ça le malheur chez nous. Nous n'avons pas commencé, madame, la décentralisation ou la régionalisation. Nous avons fait du saupoudrage. La décentralisation, c'est une dévolution des pouvoirs. C'est-à-dire que le centre perd une partie de son pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et ça suppose qu'il y ait un organisme d'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est la justice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'il y a un conflit entre la région et le centre, il faut que la justice tranche, pas que le centre décide. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est que si la région n'est pas d'accord, le pouvoir, le ministère dit non, c'est pas comme ça. C'est pas la décentralisation. La décentralisation des pouvoirs avec au centre quelqu'un qui s'appelle le juge. Donc, si vous ne prenez pas ça en compte, on sort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez pour anglophone. Il faut être honnête pour dire que ces gens ont vécu dans un système. Ce n'est pas un problème seulement de langue, c'est un problème d'une culture politique donnée. Je vous rappelle deux choses, madame. C'est-à-dire que la seule région du Cameroun qui a connu une démocratie, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. British Southern Cameroun. La seule région qui a expérimenté la décentralisation, c'est le British Southern Cameroun. N'est-ce pas? Ça signifie qu'ils savent ce que cela signifie. Donc, si vous donnez un pouvoir sans contenu comme on fait là, ça ne va pas sortir d'ornière. On se doit de la vérité au peuple camerounais pour dire que nos frères du nord-ouest et du sud posent un problème. Ça, c'est la première chose. Ils expriment mal, ils sont violents, ce n'est pas bien. Mais ils posent un problème depuis des années. Et ce problème, c'est un problème de dévolution de pouvoir du centre vers la périphérie. On peut l'appeler fédéralisme, on peut l'appeler décentralisation, mais il faut une dévolution effective de pouvoir, avec la capacité des gens à la base de dire leurs mots par l'élection. Vous comprenez? Or, ce n'est pas le cas. Donc nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Et chaque jour, il y a des morts. Et ça nous fait mal. Et tel que ça passe. Et j'avais fait une émission, il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans, quand ça commençait, à une radio, une télé ici, je disais que le système de décentralisation, de fédéralisme, était un système majeur dans le monde. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les grandes puissances là, ce sont des puissances fédérales. N'est-ce pas? Je vous dis, vous prenez l'Angleterre, vous prenez l'Allemagne, vous prenez les États-Unis, vous prenez le Brésil, vous prenez même la Chine, là, hein, qui est centralisée, bon, elles sont en train de fermer tout, mais vous prenez tous ces pays démocratiques, l'Inde aussi, ils sont des pays décentralisés. La Russie, malgré le centralisme, a des États à l'intérieur de la Russie qui sont des États fédéraux, avec un peu de pouvoir, malgré le fait que le pouvoir central gronde chaque jour. Parce que cela permet de tenir compte des réalités locales. On ne peut plus diriger que quelqu'un parce qu'on t'a nommé ministre, tu deviens le plus intelligent de tous, ce n'est pas vrai. Cette bureaucratie excessive, centralisée, a montré ses limites. Et elle est la cause de notre malheur. C'est une constante de dire ça en toute honnêteté, mais aussi en toute humilité.
comprenez? Donc, quand Macron dit il faut décentraliser, bon, qu'est-ce qu'on met? Il faut régionaliser. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Pour moi, c'est le contenu, et les gens attendent le contenu. Ça, c'est la première chose. Hein. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de politique sans la négociation. Je suis d'accord avec Hannah Arendt. C'est la pluralité qui font la politique. Donc, si nous voulons faire de la politique, c'est sans la pluralité, c'est la pluralité des êtres. C'est parce que vous êtes différents de moi, que nous vivons ensemble, qu'il faut négocier pour vivre ensemble. Si nous sommes nombreux, je décide que c'est comme ça qu'on doit vivre. J'ai beau n'importe, ce n'est pas la politique, c'est la barbarie. Ce n'est pas la politique. Donc, toute chose dite, nous avons besoin sur notre espace d'un moment de négociation. On ne négocie pas entre ennemis, on négocie entre adversaires. La négociation politique, comment ça va prendre? Il faut une vraie négociation politique. Nous sommes prêts à dire, je cède ici, j'accepte ici, dans le cadre de notre État qu'on appelle le Cameroun. Et moi, je crois que c'est les deux facteurs qui peuvent faire évoluer le problème au Nord-Ouest. La négociation politique et la vraie décentralisation, la vraie dévolution des pouvoirs, sous forme de fédéralisme, si on veut, ou de l'État décentralisé. Je sais pas quoi. Chacun met ce qu'il peut mettre dedans. Mais ça, c'est la réalité qu'il faut dans notre pays, à mon avis. D'accord. Donc, vous êtes d'avis qu'avec certaines ONG qui pensent que cette réponse d'Emmanuel Macron était davantage politicienne parce qu'ils estiment que la France aurait dû s'impliquer davantage, tout au moins, dans l'organisation d'un dialogue qui est début de solution. Pourquoi vous chassez quelqu'un qui vient chez vous? Pourquoi la France doit s'implanter chez nous pour faire la négociation? Pourquoi nous sommes capables de le faire? Pourquoi? C'est ça le drame. Vous êtes français, ils veulent nous coloniser. Vous voulez encore qu'ils viennent chez vous, vous coloniser encore? Moi, nous ne sommes pas majeurs. Non, moi je trouve que cette solution-là, c'est la pire des solutions. Vous comprenez? Vous dites aux Français, vous restez chez vous. Restez chez vous. Mais vous dites, venez encore chez nous. Non. Donc, dire la France de s'impliquer dans la... Pourquoi la France doit le faire? Pourquoi ne pas les Nations Unies? Pourquoi pas une autre organisation? Pourquoi la France? Vous voyez? Donc, moi, je trouve que... et surtout que pour beaucoup d'anglophones, la France est un problème. Il se dit, par exemple, que l'État fédéral a été rompu en 72 à cause du pétrole qu'on a trouvé à Limbe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il dit ça. Donc, vous ne pouvez pas demander que quelqu'un qui donne une partie côté sa présence vienne comme un médiateur. Ce n'est pas possible, non? Alors, pour Emmanuel Macron, le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale. Et une diversification et même un renforcement de la coopération est envisagé. À votre avis, est-ce encore possible dans un continent où progressivement ces colonies françaises sont effectivement rejetées et surtout le franc CFA? La France restera toujours un partenaire. D'abord, il ne faut pas croire que le partenaire de la France en Afrique se trouve sur le pays francophone. La France a beaucoup d'intérêt au Nigeria plus qu'au Cameroun. Hein. Ce qu'il y a ça pas. Oui. Donc, il ne faut pas croire que... Donc, quand la France vient en Afrique, elle ne vient pas seulement pour les pays francophones. Pour les francophones, c'est pour compter son mandat. Parce que, comme disait Mongo Betty, si vous enlevez les pays francophones, l'influence, la France ne sera plus influente au niveau international. C'est-à-dire que si vous enlevez les pays francophones, son veto aux Nations Unies, le veto ne peut détenir pas de place. Donc, c'est là. Mais sur le plan économique, ce n'est pas ça le facteur. Ce n'est pas les pays francophones qui sont les premiers... en dehors de la Côte d'Ivoire peut-être, n'est-ce pas? Donc moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas sûr que les Français perdraient l'Afrique. Non, je pense que ce qui est sûr, c'est que la France va devoir cohabiter en Afrique avec les autres acteurs. Elle ne peut ne pas le faire. Pourquoi? Parce que d'autres pays émergents arrivent sur la scène internationale, jouent le plus offrant. La Chine, la Turquie, le Brésil, même pendant longtemps, dans ma jeunesse, il n'y a pas de voiture japonaise au Cameroun. Hein. Elle s'impose aujourd'hui, n'est-ce pas? Le parc automobile de la voiture japonaise. Donc, de plus en plus, les autres partenaires arrivent sur la scène politique africaine. Et c'est un fait qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas. Donc la France a besoin, si elle veut rester, de consolider ses assises.
Si vous voyez, les Francs jouent de plus en plus en Afrique les politiques de niche. C'est-à-dire qu'elle trouve tel secteur, elle s'incruste là-bas, elle reste là. Parce qu'elle ne peut pas combattre sur tous les fronts. La téléphonie, c'est Orange. Elle va rester là, machin, ainsi de suite. Elle va des niches. Donc, elle va essayer de consolider ces niches-là pour garder une certaine forme d'influence. Et ça compte la langue. Elle fait tout pour promouvoir sa langue parce qu'elle influence aussi sur la langue, sa culture. Elle essaie de préparer. Donc, ça aussi, elle ne va pas disparaître. Mais le monde ne sera plus le même comme avant. C'est jamais. Le monde ne sera plus comme avant. Le monde change, et l'Afrique change, et les peuples africains changent. Alors, lorsqu'on sait que entre États, ce sont davantage les intérêts qui comptent, que doit faire le Cameroun aujourd'hui pour bénéficier au même titre que les autres de ces partenariats? Bon, je ne sais pas. Est-ce que je vais conseiller le Cameroun? Ceux qui sont en haut sont plus qualifiés. Ils connaissent mieux que moi. Ils sont plus... on a toujours besoin... Bon, mais moi, mon avis, c'est simple. D'abord, ce que nous faisons aujourd'hui en diversifiant nos partenaires, ce soit une bonne chose. Même si j'ai des problèmes avec la force présente des Chinois. On a vu avec le fait de Kribi qu'il faut faire attention à quitter une prison pour une autre. C'est-à-dire qu'on quitte, on prend Paul pour habiller Pierre, n'est-ce pas? Donc, moi, je trouve de plus en plus qu'il faut faut pas tourner le dos à la présence chinoise, mais il faut se méfier de signer des accords lyonnais, n'est-ce pas? Lyonnais. Donc, il faut regarder très bien. Donc, moi, je trouve que le fait que nous diversifions nos partenaires de tout temps soit déjà une bonne chose. Il faut continuer ainsi pour ne pas dépendre d'une seule personne, pour ne pas dépendre d'une seule source, d'un seul acheteur. Pour moi, fils de commerçant, c'est même de la palissade, n'est-ce pas? Que de n'avoir pas ses clients, devenir esclave de son client. Donc, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Mais... par contre, je pense que une des choses qui anime tout ce que nous faisons, c'est la corruption. Les pots de vin. N'est-ce pas? C'est-à-dire que combien... Vous avez vu ce qui s'est passé avec Glencore. Glencore, oui. Oui, c'est-à-dire que des fonctionnaires qui sont censés négocier pour mieux de nos intérêts, négocient d'abord mieux de leurs propres intérêts. Pour moi, c'est d'abord c'est le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, cette corruption généralisée, cette impunité en matière de corruption. Il faut peut-être regarder là-bas. Si on ne fait pas ça, on va annihiler tout ce qu'on a fait comme avance. Mais pour ça, on a l'opération Épervier. Qui lutte quand même contre, j'ai envie de dire, la corruption et ce qu'il y a comme détournement de fonds. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a complètement impunité. Bon, un ami comédien avait dit que dans son village, l'épervier là n'attrape que les poussins, pas les mères poules. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, parlons encore de cette crise française africaine qui va croissante, et surtout avec le Mali qui semble échapper complètement à cette France-là. On comprend bien que le problème d'influence de la France en Afrique et donc de l'inquiétude économique. Est-ce que, selon vous, cette visite, comme l'a dit un député de la République française, Sébastien Nadeau, pour ne pas le citer, est-ce que cette visite vise à garder sa part de gâteau face à une Russie ou une Chine qui est un peu, gloutonne? Je veux dire que c'est vrai, la France lutte ses intérêts et c'est normal. Hein? Si c'était à sa place, il ne ferait pas lutter pour ses intérêts. C'est tout à fait normal. Je veux dire que le président français est élu pour lutter pour défendre les intérêts français. Et il le fait. Contre bonne fortune, il le fait. Contre mauvaise fortune, il le fait. C'est le contraire qui m'aurait surpris. La question n'est pas là, je vous ai dit. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes aussi. C'est tout à fait normal que devant la menace des Russes, autres, ils disent non, faut pas. Ils sont de torsion, ils disent c'est pas possible, non. C'est tout à fait normal. Et moi, je trouve rien à redire. Hein. C'est le contraire qui m'aurait surpris. C'est plutôt nous qui sommes courtisés là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment
quelle politique mettre en œuvre pour tirer parti de tout ça. Et de bons partis. Vous avez dit qu'il faut lutter contre la corruption et être nationaliste. Oui. C'est déjà... Apprendre à distribuer aussi, une politique de distribution des richesses. D'accord. Hein? Pour qu'il n'y ait pas trop de pauvres, trop de riches. Hein? Par exemple, les affaires de ville-campagne, par exemple. Pensez à nos campagnes. Vous voyez, j'ai vu une chose qui m'a bouleversé l'autre jour, madame. J'ai vu sur Facebook une dame au Pays-Bas, ça pas loin ici, qui a couché en route, dans la boue. C'est normal. Elle n'est pas citoyenne. Non, il faut arriver à lutter pour que ce pays-ci ait plus de commodités comme ça. Quand en 2022, on accouche encore en route sur des sages femmes, c'est comme nos parents faisaient ça, mais aujourd'hui, comment? Parce que la route, quand il pleut, c'est terrible. Il y a des points ici, pas loin de Douala, ici, n'est-ce pas? Où aller là-bas, c'est de safari et habité par des gens. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est la justice. La justice élève une nation. C'est une justice distributive. Oui, le domaine que je connais, c'est l'éducation. Et je vais vous donner une expérience. J'avais été président du jury du bac. Et j'avais 3 centres. Lycée bilingue d'EDA, lycée de Bala 2, lycée bilingue de Tchang. J'avais et dans le lycée bilingue d'EDA, j'avais une Ndom et Nyanon. Série A. Ce lycée bilingue d'EDA, c'était avait le plus bas taux. Hein? On était à 66% à Tchang, 44% à Bala 2, et on était presque à 20% à EDA. Nyanon et Ndom, je crois qu'il y avait 13 ou 14, je ne sais pas bien, et pour trouver un candidat, ce fut la mer à boire, qu'on peut même pousser pour qu'il ait le bac, pour ne pas avoir néant. Et je me suis demandé, mais comment ça se passe? Et je me suis interrogé. Et je me suis rendu compte que ces 2 lycées sont en zone enclavée. C'était même le département du ministre en zone enclavée. Et que ces départements n'ont pas de professeurs, pas de salles de classe. Hein? Imaginez-vous, dans la République. Alors, le gars qui est en Ndom et en Nyanon, il n'est pas camerounais, il ne paye pas les impôts. Est-ce que vous comprenez, madame? Hein? Donc, pourquoi ne pas mettre une politique qui permet que ce gars de là-bas, on parle de zones rurales. Si on mettait même des chambres de passage, que si vous êtes enseignant en Ndom, vous aurez ça, on met des commodités qui attirent même des gens. On dit que bon, si tu es en Ndom, même que tu aies de logements gratuits, pourquoi pas? Pour jouer l'équilibre. Pour que celui qui est en ville n'ait pas envie à celui qui est en campagne. C'est ça que la justice. Une politique qui permet, je veux dire, vraiment de revoir la distribution dans les zones rurales. C'est habité par des gens. C'est le seul prix à payer si nous voulons bâtir une vraie nation. Au lieu de discuter sur les tribus et les conneries, c'est de ça qu'il faut faire. Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire qu'au regard de cette visite du président Macron qui vient de s'achever, que l'étau se resserre sur la France-Afrique? Pourquoi l'étau doit se référer? Qui est le chasseur de primes derrière la France-Afrique? Non, je crois que c'est trop enfantin de penser comme ça. Les politiques sont faites pour changer, pour muter en fonction des données du présent. Et la France réajuste sa politique africaine chaque jour en fonction des données. Elle va continuer à réajuster jusqu'à ce que... Donc, ils sont intelligents, ils payent des gens pour réfléchir à ça. Chaque jour, ils réajustent, leur démarche. Si vous regardez les visites présidentielles au Cameroun seulement des Français depuis les années 60, vous voyez que ça change.
Hein? C'est Chirac qui a commencé à mettre Roger Mila dans sa délégation, ou je sais pas quoi. Est-ce que maintenant on a vu qu'il y a plein de nous. Oui, ça fait partie de cette pensée-là. Il y a plein de Camerounais qui sont en France pour dire voilà, vos gens ont réussi, chez nous on les regarde, c'est tout ça. Et voilà. Donc, chaque jour ils pensent, ils réfléchissent comment garder notre présence en Afrique. Peut-être en élargant ce qui n'est pas bien, ou ce qui heurte les gens, ou ce qui... Comment faire? Il le faut, c'est normal, c'est la fonction des États. La question c'est, est-ce que nous pensons la même chose en Afrique? Est-ce que nos États pensent la même chose? Est-ce que nous, Africains, nous pensons la même chose? Est-ce qu'on a le pouvoir de penser la même chose? Si nous ne pouvons pas penser, nous ne devons pas exister. La pensée appartient aux humains. C'est la première fonction de notre humanité. Hein? De le mot fabès, le mot sapiens, sapiens, c'est ça le mot. C'est penser. Si nous ne pouvons pas penser, nous sommes des animaux alors. Vous comprenez? Oui, c'est ça, c'est la fonction de l'humanité de penser le monde. Et c'est ceux qui dirigent de penser pour nous. Déjà à penser. Alors, selon vous, sur le plan politique ou économique ou même géostratégique, est-ce qu'on peut dire visite bénéfique de part et d'autre? Le Cameroun sort gagnant, la France également, après cette visite? Ah ben, ceux qui font le bilan, c'est ceux qui organisent. Qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que monsieur... moi, je ne peux pas faire un bilan parce que je ne sais pas quelles étaient les conditions de départ. Il me fait en juillet conditions d'arrivée, non. Qu'est-ce que monsieur Macron pense? Au regard tout au moins des échanges mais je n'étais pas là que de la conférence de presse. Même la conférence de presse, ce n'est qu'une partie. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la chambre? C'est vrai qu'il y a eu un tête-à-tête de près de 2 heures avant. Voilà. Peut-être que ça... Oui, ben c'est là où tout se passe. Hein. Il faut placer 2 questions par personne, c'est fini. Donc, moi, je ne peux pas me mettre, honnêtement, par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas me mettre à faire le bilan de ce que je ne connais pas, de ce que je ne maîtrise pas. J'ai donné mes impressions, ma lecture des événements, mais je ne peux pas faire un bilan de ce que je ne connais pas. Je n'ai ni pas les tenants et les aboutissants. Dans la vie, dans ma formation universitaire, j'apprends à savoir mes limites. Hein? Et oui, c'est ça, c'est savoir ses limites. Un homme qui sait tout, pour moi, c'est dangereux. Je dis que j'ai donné mes impressions à partir de ce que j'ai tiré de la presse, tant française, Le Monde par exemple, qu'au camerounaise. Je peux me tromper. D'accord. Mais je ne peux pas faire le bilan de ce dont je ne peux pas les tenants les aboutissants. Mais que pensez-vous quand même de ces analystes-là qui ont relevé, hein? Peut-être qu'eux, ils sont plus calés. Je veux juste votre point de vue, après leur analyse, que la France s'en va pas complètement satisfaite. Et surtout, avec les échanges lors de la conférence de presse, on a semblé voir qu'il y avait comme des... Elle n'est pas satisfaite. Elle a dit ça à qui? Des échanges... Qui était dans l'avion de M. Macron pour dire qu'il n'est pas satisfait. Peut-être au regard des anciennes visites des anciens chefs d'État français. Mais vous savez qu'il y a quand même... Ce n'est pas la même chose. Hein. Entre la visite de Macron et la visite de Hollande, ce n'est pas la même chose. Hein. Oui. Donc, moi, comme je vous ai dit, je préfère... Bon, ils sont spécialistes, mais je préfère en termes de bilan, ne pas faire le bilan de ce que je ne connais pas. Donner un avis, je peux le faire. Mais donner un bilan, je trouve que c'est très osé. Celui qui le ose, c'est très osé. Peut-être attendre dans l'histoire que quand le document de cette conférence sortira, je pourrais faire le bilan, disant, bon, eu égard à ce qui avait été dit, et compte tenu de ce qui s'est réalisé là, on peut dire que le bilan est maigre. Votre point de vue global de cette visite pour sortir de cette émission? Je crois que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette visite a posé quand même une question à notre conscience. C'est-à-dire le rapport à ce passé douloureux que fut la guerre d'indépendance. Vous savez que la France n'avait jamais dit la guerre d'indépendance, on disait les événements du Cameroun et de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit qu'il y avait une guerre. Une guerre, oui. Hein? Ça s'appelle donc le fait de dire qu'il parlait d'une guerre. Même les Camerounais, on ne disait pas la guerre. On disait les troubles, les maquis, les je ne sais pas quoi. On n'avait pas dit qu'il y a eu une guerre. Pour moi, le fait d'abord de soulever ça, c'est déjà un pas. Deuxième chose, le fait de ne plus
de sortir de cette forme d'amnésie, d'en faire une question, il y a une autre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une forme d'amnésie, c'est une question. Hein? C'est une question publique. Participe au débat public. Pour moi, c'est déjà une deuxième chose. Bon, maintenant, comment on résout ça? C'est un problème. Comment on traite ça? C'est un autre problème. Hein? Mais le fait, pour moi, c'est les deux aspects qui, en tant que Camerounais, m'intéressent. Hein? Et la troisième chose, quand même, que je vais relever, c'est que, vous savez, pendant longtemps, les politiques ne s'étaient pas beaucoup à la société civile. Le fait qu'ils comprennent que de plus en plus, l'un des canaux par lesquels ils peuvent passer pour asseoir la domination sur la société civile africaine, la société civile camerounaise, c'est quand même un problème. Et nous devons être vigilants sur ça. Par rapport à, oui, vous savez qu'il a invité, comme nous, il y avait aussi des sociétés civiles africaines, il y avait plein de jeunes, oui. Donc, ce fait de dire que l'influence française, même si elle quitte les chantiers diplomatiques, elle commence à s'intéresser à la société civile. Ce qui est une bonne chose et un enjeu aussi. Et le fait qu'il n'ait pas rencontré, comme annoncé, hein, bon, c'est pas annoncé de façon officielle, les partis politiques de l'opposition, est-ce que c'est un message aussi qu'il passe? Bon, d'abord, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, c'est difficile, je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est ce qu'on avait annoncé. Mais c'est ce qui était dans les câbles diplomatiques, je ne sais pas ça. Mais il faut dire qu'ils avaient été, j'ai suivi qu'ils avaient été reçus par les députés. Les diplomates, les députés qui accompagnaient le président français, je ne sais pas. Bon, mais est-ce qu'on a besoin toujours de quelqu'un pour nous rappeler qu'il faut parler? Quel est ce pays où on pense que l'opposition, les gens qui ne sont pas de mon bord ne peuvent pas passer ensemble? Je vais prier un jour la ligne du métro là, qui va de Vincennes qui passe par l'hôtel de ville de Paris. J'avais été surpris, dans mon wagon, il y avait de la Noé. Mais mon métro avec le chef de l'opposition parlementaire de la mairie, ils étaient ensemble, ils ont pris le même métro et ils discutaient. Pourquoi pensons-nous que quand quelqu'un ne pense pas comme moi, il devient un monstre? Pour moi, là encore, ce n'est pas la politique. C'est le malheur ici chez nous. C'est-à-dire qu'on pense que... Non, pour moi, on n'a pas besoin de Macron pour que les hommes politiques discutent ensemble. Au moins d'un petit consensus. Faire politique, c'est discuter ensemble. Hein? Pour moi, on n'a pas besoin de Macron pour dire que les gens se discutent ensemble. Il faut faire politique, c'est discuter ensemble. Malheureusement, chez nous, on fait plus de la barbarie que la politique. C'est pas vrai. Professeur Emmanuel Tchoumtchoua, merci. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour tous ces enseignements. Merci, madame. C'est votre invitation qui m'honore. Voilà. Bonne journée. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.